Bien, bonjour et bienvenue à tous pour donc une dernière fois pour cette session. Donc la dernière fois, nous avons vu comment les intellectuels chinois modernes, à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire donc il y a environ un siècle, se sont trouvés confrontés à des modes de questionnement et des catégorisations qui n'étaient pas issus de leur propre tradition intellectuelle, c'est-à-dire la tradition intellectuelle chinoise, mais donc des modes de questionnement et des catégorisations qui s'étaient formés et formulés ailleurs, dans le contexte de la géographie, voire de la géopolitique européenne du XIXe siècle, avec une concurrence sur le plan à la fois intellectuel et institutionnel, principalement donc entre les grandes puissances européennes, c'est-à-dire donc la France, l'Angleterre et l'Allemagne. C'est ainsi que des penseurs comme Hu Shi et Feng Youlan, qui ont reçu une formation doctorale en philosophie aux États-Unis et qui ont été des acteurs de premier plan de la scène intellectuelle chinoise des années 1920-1930. Et à ce titre, on peut dire que ces intellectuels sont les précurseurs de ceux que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire nos contemporains chinois qui, eux aussi, font beaucoup le voyage aux États-Unis et parfois, en fait, ils font carrière tout en jouant un rôle de premier plan donc, dans la vie intellectuelle chinoise. Donc, ces intellectuels se sont trouvés en demeure de repenser toute la tradition intellectuelle chinoise, non plus dans les termes traditionnels, c'est-à-dire des études canoniques, mais en termes nouveaux d'histoire de la philosophie. Je rappelle que Hu Shi et Feng Youlan ont été tous les deux auteurs d'un Zhongguo Zhexue Shi, c'est-à-dire donc d'une histoire de la philosophie chinoise, avec ce terme de zhexue, qui est passé par le japonais pour traduire donc la conception occidentale de la philosophie. Bon, donc ces histoires de la philosophie chinoise se sont calquées sur un genre qui a été inventé donc en Europe au début du XIXe siècle, comme nous l'avons vu il y a quelques années. Et donc, nos intellectuels chinois se sont retrouvés en demeure de repenser en particulier le confucianisme, donc qui en lui-même, en tant que isme, comme nous venons de le voir, est une invention de la science des religions européennes de la fin du XIXe siècle, donc de repenser le confucianisme en termes de philosophie, par opposition donc à la catégorie adverse de religion, où disons, enfin, on a vu comment le confucianisme s'est retrouvé ballotté en quelque sorte entre ces deux catégories, donc de philosophie et de religion. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que c'est encore dans ces termes qu'on réfléchit sur le confucianisme aujourd'hui. Alors, pour ne rien arranger, il a fallu, pour ces intellectuels chinois, s'efforcer à la fois de repenser le confucianisme en termes de modernité occidentale, c'est-à-dire sous la forme d'un humanisme sécularisé, mais d'un autre côté, s'efforcer aussi de répondre à la critique weberienne, c'est-à-dire de Max Weber, ce sociologue allemand, mort en 1920. Donc cette critique que Weber a adressée donc
au confucianisme au motif d'une supposée absence totale de transcendance. Donc, ces intellectuels chinois ont dû également répondre à cette critique, puisque dans l'esprit de Weber, cette absence de transcendance dans la vision confucéenne expliquerait l'impossibilité pour la Chine d'accéder à la modernité, puisque pour Weber, la Chine est justement le contre-exemple par rapport à sa thèse sur le rôle de l'éthique protestante dans l'essor du capitalisme en Europe. Donc, ce sont ces exigences, pour ainsi dire, antagonistes, qui expliquent les manières souvent contradictoires de lire et d'utiliser certains passages des entretiens attribués à Confucius, donc en chinois l'Un Yu. Alors, la dernière fois, nous avons vu, nous avons lu plus exactement quelques-uns de ce qu'on pourrait appeler les loci classici, c'est-à-dire des références classiques qui sont censées illustrer l'humanisme de Confucius, voire son agnosticisme. Donc vous avez ces textes sur cette diapositive que nous avons vue la dernière fois. Donc vous vous rappelez peut-être donc ce premier passage concernant donc le retour de Confucius de la cour. Il trouve les écuries en feu et il demande tout de suite est-ce qu'il y a quelqu'un de blessé, et il ne s'enquiert pas des chevaux, qui sont pourtant censés être un bien à l'époque beaucoup plus précieux, ce qui serait donc une marque de son humanisme. Le deuxième passage donc, est une phrase qui a été souvent reprise et citée. Donc, c'est l'homme qui est capable d'élargir la voie, le Tao, et non pas la voie qui élargit l'homme. Autrement dit, donc, l'initiative revient véritablement à l'homme et non pas donc à un principe comme la voix qui pourrait être un principe suprahumain. Le troisième passage, nous allons y revenir, donc je ne m'y arrête pas trop. Et donc vous avez en bas de la diapositive le texte qui manquait la semaine dernière concernant la manière donc de servir les mânes et les esprits. Et Confucius répond donc tant qu'on n'est pas capable de servir les humains, comment est-ce qu'on serait capable de servir donc les esprits? Et à une question sur la mort, Confucius répond tant qu'on ne sait pas ce qu'est la vie ou ce que sont les vivants, comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'est la mort ou ce que sont les morts? Alors, donc vous avez ces loci classici, donc qui sont censés illustrer l'humanisme ou l'agnosticisme même de Confucius, et d'autre part vous avez ces autres passages qui sont au contraire censés illustrer donc la référence constante que Confucius ferait donc au Tien, c'est-à-dire à un ciel transcendant. Je vous ai marqué en rouge donc ce terme de ciel que vous avez donc dans chaque citation ici, Tien ici. Et qui serait donc en fait la preuve que Confucius a parfaitement conscience d'être investi d'une mission qui lui est commandée par le ciel, d'être investi d'une mission céleste, ce que James Legge, donc ce missionnaire écossais protestant, donc
appelait donc la Divine Commission, c'est-à-dire donc la mission divine de Confucius. Donc, vous voyez que là, en fait, quand on fait appel à ces passages des entretiens de Confucius, on peut trouver en fait des arguments aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors donc, au chapitre de ces passages les plus souvent cités comme preuve de l'humanisme ou de l'agnosticisme de Confucius, qui sont tirés des entretiens, nous avons donc lu en particulier ce passage que vous retrouvez donc en haut de la diapositive et qui est tiré du livre 6 des entretiens à la section 20. Qui est, je vous le rappelle, un dialogue entre un contemporain de Confucius qui s'appelle Fan Shi, qui vient poser donc deux questions, l'une sur zhi. Qu'est-ce que c'est que le zhi, qu'il faut sans doute dans ce contexte lire au 4e ton. C'est-à-dire donc en quoi consiste le discernement. Et la deuxième question porte sur cette fameuse notion de zhen, sur laquelle il nous faudra revenir parce que de toute évidence nous n'aurons pas le temps au cours de cette session, et nous constaterons justement que très souvent ces deux notions, la notion de discernement et la notion de zhen, c'est-à-dire donc de ce qu'on a traduit de diverses façons, qu'on peut comprendre comme une qualité suprême que Confucius place vraiment très haut, et qui a quelque chose à voir justement avec l'humain, puisque dans la graphie du terme, vous trouvez justement cette racine de l'homme. Donc, ces deux questions sur le discernement et sur cette qualité humaine, vous les retrouvez très souvent couplées. Il faudra se demander pourquoi. Alors, en attendant, ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse que Confucius fait à la première question, c'est-à-dire donc Wu min zhi yi, jing gui shen, er yuan zhi, ke wei zhi yi. C'est-à-dire donc s'occuper du rapport juste entre les gens, entre les hommes, vénérer les mânes des défunts et les esprits, Gui Shen, et Yuan Zhi, c'est-à-dire donc, et c'est là que justement c'est là-dessus que porte toute la discussion, et les tenir à distance. C'est ça qu'on peut appeler donc le discernement. Alors nous avons évoqué la dernière fois toutes les interprétations qui se sont multipliées et affrontées sur la compréhension donc de ce mot qu'il faut ici prendre comme un verbe puisqu'il est suivi donc d'un complément, c'est-à-dire donc vous avez ici le complément zhi qui est un démonstratif et qui reprend donc les mânes et les esprits. Donc il s'agit de les tenir donc à distance, parce que ce terme ce terme ici se trouve dans la langue moderne essentiellement employé comme un adjectif, auquel cas on le prononce au 3e ton, c'est-à-dire yuan, et non pas yuan, comme ici. Alors, donc, ce verbe yuanzhi, est-ce qu'il faut le comprendre comme signifiant vénérer les mânes et les esprits tout en les tenant à distance, ce qui serait éventuellement donc
une preuve du prétendu agnosticisme de Confucius, c'est-à-dire donc rendre un culte aux esprits, mais tout en les tenant à distance, c'est-à-dire à la place qui leur est due, c'est-à-dire éloigné donc de l'humain, et donc sans véritablement s'en occuper, ou bien faut-il au contraire comprendre, vénérer les mânes et les esprits en restant soi-même à la bonne distance des esprits, c'est-à-dire sans venir à tout bout de champ les prier ou les solliciter. Alors, vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques années, lorsque nous avons évoqué la médiation des jésuites dans ce que j'ai appelé le premier moment de mondialisation de Confucius, je citais un passage de la relation, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire du récit, rédigé par le fameux jésuite italien Matteo Ricci en 1609, très peu avant sa mort, en 1610, une relation intitulée Della entrata della Compagnia di Gesù e Cristianità nella Cina. Donc c'est une relation que Ricci a rédigée d'abord en italien et dont le titre peut se traduire de l'entrée de la Compagnie de Jésus et de la chrétienté en Chine. Alors dans cette relation, Ricci dit à propos des cultes rendus dans la Chine de son époque à Confucius, il dit ceci: les Chinois, je cite, le révèrent, ce qui correspondrait probablement donc à ce terme de chinois de Qing. Donc ils le révèrent, mais toutefois à la façon des mortels et non comme ils adorent quelque déité. Fin de citation. Et un peu plus loin, il dit ceci: les Chinois donc ne reconnaissent en lui, c'est-à-dire Confucius, aucune divinité et ne lui demandent rien. Fin de citation. Donc Ricci dit clairement ici que les Chinois, dans le culte qu'ils rendent à Confucius, n'ont dans l'esprit absolument rien de religieux, puisqu'ils ne considèrent pas Confucius comme une divinité, et comme ce n'est pas une divinité, ils ne lui demandent rien. Apparemment, c'est à ça que sert la prière, donc de demander quelque chose à la divinité. Alors, on voit ainsi qu'il se pourrait bien que le questionnement sur l'agnosticisme de Confucius, de manière assez paradoxale, trouverait son origine lointaine dans cette image projetée par les jésuites d'un culte à Confucius qui n'a rien de religieux et qui serait purement, selon leurs propres termes, civil, donc un culte civil. Alors donc, pour ma part, je dirais que dans ce passage du livre 6 des Entretiens, plutôt que d'y lire une illustration ou pas de l'agnosticisme de Confucius, c'est-à-dire plutôt que de se poser la question en fonction de la catégorie de religion, qui serait implicitement opposée à celle de philosophie, il vaudrait sans doute mieux y voir une illustration de l'esprit des rites, tel qu'on le trouve par exemple dans cette phrase du Li Ji, c'est-à-dire donc du traité des rites, que vous avez donc en troisième position sur la diapositive. Alors, ce passage du traité des rites, que l'on date en général du 2e ou 1er siècle
avant Jésus-Christ, c'est-à-dire du tout début de l'ère impériale en Chine, vous dit ceci donc au tout début du chapitre intitulé donc Ji Yi, c'est-à-dire donc le sens ou la signification des sacrifices. Les sacrifices qui sont évidemment au cœur donc des pratiques rituelles. Alors, ce passage, je vous dis ceci. Ji bu yu shu, shu ze fan, fan ze bu jing. Ji bu yu shu, shu ze dai, dai ze wang. Alors, donc, les sacrifices littéralement ne désirent pas, ne demandent pas shu, c'est-à-dire littéralement le nombre. Autrement dit, donc, les sacrifices ne demandent pas ou n'exigent pas d'être nombreux, c'est-à-dire fréquents. Parce que si on les pratique en nombre, si on les pratique trop souvent, alors fan, c'est-à-dire ça devient fastidieux ou trop compliqué, et fan, trop de complications, alors bujing, pu étant donc un négatif, donc alors à ce moment-là il n'y a plus justement cet esprit de vénération. Autrement dit, quand vous pratiquez les rites de sacrifice trop souvent, à ce moment-là, vous perdez donc justement en esprit de vénération, c'est-à-dire en respect pour la divinité, parce que justement, vous vous placez trop près de la divinité, vous la traitez de manière presque trop familière en venant tous les 4 matins lui demander quelque chose. Alors la phrase suivante, qui, comme vous le voyez, même sans comprendre le chinois, vous voyez que la construction est parfaitement parallèle. Alors, d'un autre côté, les sacrifices ne désirent pas ou ne demandent pas à être trop, au contraire, chou, c'est-à-dire espacés. Parce que trop espacé, c'est-à-dire trop espacé, cela engendre le laxisme. Et le laxisme, alors, engendre l'oubli. Autrement dit, donc, si vous pratiquez les sacrifices, au contraire, de façon trop espacée, à ce moment-là, donc, vous tombez dans une forme de laxisme, et le laxisme finit par faire tomber donc ces pratiques de sacrifice dans l'oubli complet, c'est-à-dire à force de se dire, c'est un petit peu comme les bonnes résolutions, de début d'année. Bon, j'arrête de fumer, je vais faire du sport, etc. Bon, et très souvent, ça tombe dans le laxisme et après dans l'oubli. Bon, donc, au fond, ce que dit ce passage, c'est que les rites, et en particulier donc les sacrifices, visent à maintenir donc une juste distance. Ce serait donc le sens de ce fameux yuanzhi, c'est-à-dire donc ni trop souvent, ni pas assez. Et plus généralement, on pourrait dire que les rites sont un moyen de relier les êtres entre eux, un peu à la manière de la religion, mais tout en maintenant une juste distance pour que, d'un côté, la relation de respect ou de vénération reste intacte, mais sans pour autant qu'on risque de tomber dans l'indifférence ou dans l'oubli. Autrement dit, donc, il s'agit à la fois donc de marquer sa vénération ou son respect pour la divinité et en même temps de s'inscrire justement dans la durée, c'est-à-dire donc de faire en sorte que ce soit une pratique
durable. Alors, si maintenant on considère donc l'intégralité de ce passage du livre 6, donc que vous avez tout en haut de la diapositive, donc avec les deux questions concernant le discernement et concernant le ren, vous voyez que les deux réponses sont également construites de manière parallèle et donc dans la langue chinoise classique, un parallélisme est toujours signifiant, c'est-à-dire en fait deux phrases parallèles vous montreront qu'il y a un sens à lire justement dans cet effet même de parallélisme. Alors, donc la première phrase vous dit s'occuper donc du juste rapport entre les gens, vénérer les esprits tout en maintenant la bonne distance, ça c'est ce qu'on appelle le discernement. Et la deuxième question concernant le ren, c'est-à-dire cette qualité suprême, ça consiste à xiannan hou huo, c'est-à-dire donc à placer d'abord la difficulté, ce qui est difficile, et ensuite seulement se soucier de ce qu'on récolte, autrement dit du profit qu'on en tire. Ça, c'est ce qu'on appelle donc cette qualité suprême de ren. Donc, l'effet de parallélisme vous montre que, en réalité, dans ce passage, il est question de priorité, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, xian, et de faire ensuite, hou. Alors, cette question de priorité, on la retrouve dans un autre passage des entretiens, mais cette fois dans le contexte politique de la relation entre le ministre et son prince. Et ce passage, donc, vous le trouvez en 4e position ici sur la diapositive. C'est cette phrase ici qui est attribuée donc au maître. Donc, la citation commence par la formule canonique Ziyue, donc le maître dit Shi Jun jing qi shi er hou qi shi. Donc là, vous voyez un petit peu l'importance quand même de la variation de ton. Vous avez ici un caractère qui se prononce en chinois moderne shi et ici shi, et qui ne veulent absolument pas dire la même chose. Donc le maître dit Shi Jun, servir son prince, c'est donc jing qi shi, c'est-à-dire donc littéralement vénérer le service qu'on lui doit, c'est-à-dire mettre tout son respect ou toute sa gravité dans le service du prince, et hou qi shi, c'est-à-dire littéralement et seulement après, le hou vous le retrouvez d'ici, et seulement après penser à littéralement shi, à la nourriture. Alors, de quoi s'agit-il ici? Le shi, ça désigne ce qu'on mange, mais ça désigne aussi, plus généralement, le grain ou les céréales qui servent de nourriture de base et qui servaient aussi à payer, j'allais dire, les fonctionnaires, c'est-à-dire donc les serviteurs du prince ou les serviteurs de l'État étaient très souvent donc payés donc en mesure de grains. Et c'est pour cela que ce terme qui désigne d'abord ce qu'on mange, la nourriture, en est venu à désigner donc le salaire, c'est-à-dire donc ce qu'on reçoit pour le service du prince. Donc, en mettant en relation ces trois passages des entretiens, donc du livre 6, du livre 11 et du livre 15, ici, on constate d'abord qu'il y est question de priorité,
qu'est-ce qu'on met avant et qu'est-ce qu'on met après. C'est-à-dire, si on comprend bien, il s'agit d'abord de s'occuper des hommes, des humains, et ensuite des esprits. C'est la priorité qui semble indiquée ici. Il s'agit d'abord de s'occuper des vivants avant de s'occuper des morts. C'est semblerait-il, ce qui est indiqué dans cette citation du livre 11. D'abord servir les hommes avant de servir les mânes des défunts. D'abord savoir ce qu'est la vie ou les vivants avant de savoir ce qu'est la mort ou les morts. Et dans la troisième citation du livre 15, donc, il s'agit d'abord de s'occuper de servir son prince et ensuite se soucier de son salaire. Alors je vous accorde que c'est très peu syndical, mais voilà, enfin ça c'est donc l'esprit dont doit être pénétré le ministre dans le service de son prince. Et en mettant en rapport justement ces trois citations, on constate également que le même mot est utilisé pour désigner le culte aux esprits et le service du prince. C'est ce même verbe shi ici, que vous avez ici, et ici, qui désigne donc la façon de rendre un culte aux esprits et la façon de servir son prince. Et dans les deux cas, il faut le faire donc avec justement cet esprit de Jing, c'est-à-dire donc de gravité ou de respect, qui est donc le sens dont on est pénétré quand on adresse une prière à la divinité ou dans le contexte politique quand on sert son prince. Autrement dit, c'est aussi une façon de mettre le prince un petit peu en fait dans le statut d'une divinité que l'on servirait. Alors cette même priorité, on la retrouve dans cet autre passage des entretiens que vous trouvez en bas de la diapositive et qui est tiré du livre 12 du Luan. Alors ce passage est un dialogue entre un contemporain donc de Confucius et son disciple Zixia. Alors, Sima Niu 忧曰：“人皆有兄弟，我独亡。”子夏曰：“商闻之矣。死生有命，富贵在天。君子敬而无失，与人恭而有礼。四海之内，皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也？” Alors, donc, Sima Niu, c'est ce personnage, donc, on le voit arriver, donc, yo, c'est-à-dire plein d'inquiétudes ou de soucis, et il vient dire, donc, 人皆有兄弟, c'est-à-dire, donc, les hommes, les êtres humains, ont tous, tout le monde, a xiongdi, c'est-à-dire des frères. Xiong, ce sont les frères aînés, et Ti sont les frères cadets. Donc tout le monde a des frères. Wo du wang, moi seul, je n'en ai pas, ou je n'en ai plus. Alors, si on remet ce propos en contexte, on s'aperçoit qu'en réalité, ce Sima Niu, en fait, il avait effectivement des frères, mais soit parce que les frères étaient moralement assez contestables ou n'étaient pas présents, donc
il vient se plaindre qu'il se sent seul, il n'a pas de frère, en tout cas digne de ce nom. Et le disciple de Confucius, Zixia, donc lui répond, Shang Wen Zhi Yi. Shang, c'est une façon de se désigner lui-même par son nom personnel. J'ai entendu dire ceci, et il cite un dicton, et vous voyez que c'est un dicton qui fonctionne justement sur des phrases à quatre caractères, un petit peu comme les chengyu, c'est-à-dire donc les expressions toutes faites à 4 caractères. Si sheng you ming, donc mort et vie, littéralement, font partie ou ont un lot commandé par le destin, c'est-à-dire autrement dit vie, mort et vie, enfin nous disons plutôt vie et mort, mais enfin mort et vie donc dépendent du destin, et fu gui zai tian, c'est-à-dire donc la richesse et la noblesse, c'est-à-dire le statut social, réside littéralement dans le ciel. Autrement dit, dépendent du ciel. Alors, la phrase suivante, c'est Junzi jing er wu shi, le Junzi, l'homme de bien, est plein justement de cet esprit de vénération, est plein de ce respect, et est exempt de manquement. Yu ren gong er you li, dans sa façon de traiter avec les autres ou les humains, il est gong, c'est-à-dire il est plein de respect, et you li, et possède li, l'esprit des rites. Si hai zhi nei jie xiong di ye, c'est ce qui fait que à l'intérieur des 4 mers, c'est-à-dire dans tout le monde connu, tous les hommes sont ses frères. Junzi he huan hu wu xiong di ye. Donc, comment est-ce qu'un homme de bien peut s'inquiéter de ne pas avoir de frères? Alors, ce que Zixia est en train de répondre à ce Sima Niu qui vient geindre en disant j'ai pas de frère digne de ce nom, il dit au fond, tout ça dépend de vous-même. C'est-à-dire que la vie et la mort, c'est une question de destin, la richesse matérielle et le statut social, ça dépend du ciel, autrement dit, pas de nous. Mais en revanche, l'homme de bien, lui, s'attache donc à rester dans cet esprit de vénération, et dans sa façon de traiter avec autrui, il reste justement dans cet esprit de respect et dans cet esprit des rites. Et c'est cela qui fait que dans le monde entier, tous les hommes sont ses frères. Par conséquent, on ne peut pas, quand on est un homme de bien, venir se plaindre qu'on n'a pas de frères, étant donné qu'à partir du moment où on se comporte correctement vis-à-vis d'autrui, on peut considérer que on a le monde entier comme frère. Alors, je signale au passage que cette fameuse phrase « Si hai zhi nei jie xiong di ye » à l'intérieur des 4 mers, dans le monde entier, donc tous les hommes sont frères, c'est une phrase qui a été tirée complètement hors de son contexte pour devenir un slogan lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Donc, vous aviez un certain nombre de slogans donc, tirés des entretiens de Confucius qui étaient scandés donc, par des soldats de l'armée populaire de libération déguisés en lettrés confucéens. Et donc, vous aviez cette phrase qui était complètement tirée de son contexte. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour nous de la remettre dans son contexte. Alors, ce qui ressort en somme de tout cela,
c'est au fond une forme de continuité entre le monde des humains et le monde des esprits, entre le monde des vivants et le monde des morts. Et on pourrait dire que, au fond, ce qui est important justement à, comment dire, à déterminer, c'est la priorité. Enfin, de quoi s'occupe-t-on d'abord? Puisqu'on ne peut pas tout faire en même temps, donc il s'agit pour Confucius assez clairement en fait de s'occuper donc du monde humain et du monde vivant d'abord, avant de s'occuper de quelque chose qui est plus loin de nous. Et ce sens de la continuité, et nous allons bien sûr y revenir dans le fil de nos travaux, est exprimé justement dans cette notion de Wen que vous aviez dans cette citation que nous avons vue la semaine dernière, tirée du livre 9, où Confucius est une fois de plus dans une situation difficile, voire dangereuse pour sa vie. Il est menacé de mort. Et là, donc, il fait appel au ciel en disant le ciel, justement, garantit la continuité de Wen, de ce Wen qui est incarné, par exemple, par le roi Wen, l'un des fondateurs de la dynastie Zhou, que Confucius, justement, porte véritablement au pinacle. Donc, ce Wen, qui en est venu dans la langue moderne à désigner tout ce qui a à voir avec la culture ou même de manière plus étroite avec la littérature, en fait, ça désigne au départ justement une trace. On s'est beaucoup et on s'est beaucoup disputé, on se dispute encore justement sur l'origine de ce graphème de Wen, mais toujours est-il que ce soit en fait la trace d'un animal ou un dessin ou même un tatouage en fait sur un être humain, que ce soit un sens ou l'autre, ça désigne quand même une trace laissée justement par l'humain. Et j'y vois pour ma part justement en fait ce sens de la continuité qu'il y a entre les humains eux-mêmes, mais aussi entre les humains et les générations humaines qui les ont précédées. Là, il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai évidemment plus le temps maintenant, mais il y aurait beaucoup à dire justement sur la spécificité du culte des ancêtres dans la civilisation chinoise, qui établit justement cette forme de continuité entre les ancêtres qui sont au fond d'anciens humains, qui sont passés d'une certaine manière de l'autre côté, dans le monde des morts et dans le monde de l'au-delà, mais qui préservent encore justement une forme de lien avec le monde des vivants, qui réciproquement donc s'en réfère justement aux ancêtres qui représentent pour eux justement ce lien avec le monde de l'au-delà. Alors, je conclurai maintenant pour cette session en rappelant que nous nous sommes employés cette année donc à retracer au fond l'historique de la question, le confucianisme est-il un humanisme? Alors, pourquoi était-ce aussi important justement de revenir un petit peu dans la généalogie de cette question, dont la réponse paraît tellement évidente maintenant? C'est que précisément aujourd'hui,
en Chine, mais vraiment, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est ce que nous voyons se produire actuellement, c'est que l'humanisme confucéen, autrement dit, enfin que l'humanisme chinois en général, est devenu quasiment un slogan politique et un marqueur d'identité nationale. Donc, je pense que ça demande de notre part en fait une approche extrêmement critique qui passe par justement cette démarche historique et généalogique. Nous avions vu que cette thématique de l'humanisme appliqué au confucianisme a refait surface donc dans le monde de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale, donc à partir surtout des années 1960. Par exemple, dans ce Source Book in Chinese Philosophy, donc dans cette philosophie chinoise par les textes de Chen Yinxit, et un peu plus tard, donc chez Tu Weiming, qui maintenant est véritablement, on pourrait dire, le prophète de cet humanisme confucéen de la troisième ère, comme il l'appelle, d'une ère assez New Age, il faut dire, puisque Tu Weiming a tendance à appliquer donc cet humanisme confucéen tous azimuts dans les années 1990. Tu Weiming donc appliquait cet humanisme confucéen à, je cite, selfhood, dynamics of familial relations, gender construction, social organization, political authority, popular beliefs and economic culture in East Asia. C'est-à-dire donc il l'appliquait alors déjà à la conception du soi, à la dynamique des relations familiales, à la construction du genre, Dieu sait qu'on en parle beaucoup actuellement, l'organisation sociale, l'autorité politique, les croyances populaires et la culture économique, et tout cela pas seulement en Chine, mais dans toute l'Asie orientale. Et vous serez sans doute heureux de savoir que, entre-temps, Tu Weiming a également ajouté l'écologie. Donc l'humanisme confucéen donc s'applique véritablement tous azimuts. Et je pense que ce discours de Tu Weiming, qui est un discours, comment dire, assez prophétique, donc, a eu ses retombées donc, en Chine même. Quand je dis en Chine, je parle de la Chine populaire, la Chine continentale, puisque Tu Weiming est quelqu'un qui est très écouté donc, en Chine, à tel point qu'il a eu la possibilité d'ouvrir son propre centre d'études et de recherche sur le campus même de l'université de Pékin, et que de ce centre, donc, Tu Weiming a vraiment l'oreille, on pourrait dire, enfin, des dirigeants et des think tanks donc, chinois actuels. Le résultat, c'est que vous allez sur n'importe quel média, que ce soit la télévision, la radio, Internet, etc., et vous tombez immanquablement donc, sur l'idée que Confucius a été le fondateur d'un Dongfang de Renwenzhuyi, c'est-à-dire d'un humanisme oriental. Alors, je rappelle au passage que la traduction en chinois donc, de humanisme comprend précisément ce terme de wen, c'est Renwen, c'est-à-dire donc
c'est le isme de la culture humaine. C'est comme ça qu'on traduit donc humanisme en chinois. Et nous serons amenés aussi à revenir justement sur l'exploitation politique de cette notion d'humanisme appliquée au confucianisme, puisque les dirigeants de l'équipe précédente, donc celle de l'ère Hu Jintao, donc se gargarisaient volontiers donc du thème de la gouvernance par le ren, c'est-à-dire cette qualité humaine confucéenne, ou par la vertu, donc le yi de zhi guo, c'est-à-dire donc gouverner le pays par la vertu. Autant de thèmes qui iraient de pair donc avec le fameux slogan de la société d'harmonie socialiste, qui a marqué donc qui a marqué donc l'ère Hu Jintao dans la première décennie donc des années du XXIe siècle. Bon. Et actuellement, donc, nous avons un certain nombre d'intellectuels chinois qui défendent ouvertement donc cette gouvernance justement par la qualité humaine comme étant donc la caractéristique par excellence de la spécificité chinoise, de cette fameuse voie chinoise qui est censée donc être le contrepoint justement à l'humanisme démocratique de type occidental. Donc tout cela, ce sont des thèmes sur lesquels nous allons devoir revenir donc à partir de l'automne prochain. Mais pour l'instant, j'annonce d'ores et déjà nos prochains rendez-vous. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous parler de ce grand colloque international qui se tiendra sur 3 journées entières, donc entre le mercredi 11 et le vendredi 13 juin. Donc un colloque qui est intitulé, du moins pour l'instant, 2 siècles d'échanges entre la sinologie française et la Chine, un colloque franco-chinois en l'honneur du bicentenaire de la chaire de Jean-Pierre Abel-Rémusat au Collège de France, donc, qui a été créé donc, en 1814 et dont nous pouvons nous enorgueillir puisque c'est la première chaire entièrement consacrée aux études chinoises qui ait été créée dans toute l'Europe, c'est-à-dire, autant dire, dans tout le monde occidental. Donc ce colloque sera aussi, bien sûr, une façon de célébrer ce fameux cinquantenaire donc, des relations diplomatiques franco-chinoises. Un autre rendez-vous important au mois de juin sera donc la venue d'un professeur japonais qui s'appelle donc Monsieur Higuchi Yoichi de l'université de Tokyo, qui est juriste de formation et, c'est assez remarquable pour être souligné, parfaitement francophile et francophone. Nous en avons eu déjà plusieurs donc de collègues japonais francophiles et francophones qui sont venus ici au collège. Donc Monsieur Higuchi viendra nous parler en français de la notion d'individu au Japon les jeudis 19 juin et 26 juin. Alors, j'avais également invité un autre collègue japonais pour le mois de février, c'est-à-dire de façon tout à fait imminente. Il s'agit de Monsieur Watanabe Hiroshi, également de Tokyo, qui est l'un des meilleurs spécialistes du confucianisme japonais.
Mais M. Watanabe a malheureusement dû renoncer du fait de sérieux problèmes de santé et je ne peux qu'espérer très fort que ces conférences pourront se tenir ultérieurement. Alors, pour de plus amples renseignements et mises à jour, je ne peux que vous conseiller de rester connecté sur le site du collège où vous pouvez également regarder et télécharger gratuitement tous les cours de cette année et des années passées en français, en anglais et en ce qui me concerne donc aussi en chinois. Donc rendez-vous, du moins je l'espère, en juin et sinon donc après l'été pour la poursuite de nos travaux et je tiens pour finir à vous remercier encore tous qui êtes ici et aussi tous ceux dans le monde qui nous suivent sur Internet de m'avoir accompagné une fois de plus cette année. C'est vraiment vous et seulement vous qui m'avez permis de tenir le coup et d'être encore là un an après ce que j'ai vécu comme un véritable naufrage. Donc, espérons que l'année du cheval nous portera tous vers des horizons toujours nouveaux et à découvrir ensemble. Merci.